Bonjour à toi, aujourd'hui on est samedi, épisode numéro 176, c'est l'épisode du feedback où on te parle donc de retour d'expérience, de comment on vit l'entrepreneuriat, des astuces pour être plus efficace, aller plus vite, gagner mieux sa vie, etc. Justement aujourd'hui j'ai une invitée, Laure Boileau, bonjour Laure. Bonjour David. Alors pour faire bref, qui es-tu, d'où tu viens, est-ce que tu viens de Mars, non, je sais pas. Non, les femmes viennent plutôt de Vénus en général, déjà. Moi j'ai un petit côté Mars aussi et je viens surtout, on va dire, du marketing, du management et de l'entrepreneuriat à travers plutôt des aspects communication, relations clients, relations en interne à travers le management, la gestion de projet. Voilà. Et aujourd'hui on enregistre APCE Conseil à Aix-en-Provence. Exactement, dont je suis à la fois coach, accompagnatrice d'entrepreneurs qui crée de beaux projets. Et puis je suis aussi chef de projet de l'espace de coworking. Donc j'anime beaucoup. Voilà, l'espace coworking, le repère des 1000. Alors toute la semaine justement on a parlé d'activation, de comment transformer donc les prospects, les gens qui tournent autour de l'entreprise et les transformer en clients. Il y a ce fameux modèle justement que les startups utilisent, ce modèle où on a l'acquisition, l'activation, puis la rétention et enfin ce qu'on appelle le referral, donc le bouche à oreille. L'idée c'est que justement on va parler aujourd'hui de loi de Pareto, d'efficacité commerciale, de prospection, de relations clients, comment tout ça s'entremêle pour faire en sorte que l'entreprise arrive à se développer, parce qu'avant tu étais entrepreneuse justement, tu étais à ton compte. Oui. C'est d'ailleurs une aventure qui s'est bien terminée. Oui. On en parlera un peu aussi si tu veux. Et l'idée, c'est que tu vas, à travers ce qui m'a intéressé d'aller chercher dans ton expérience, c'est par exemple comment tu as été efficace pour transformer ton réseau en client. Comment tu t'y prenais par exemple pour identifier les 20% de tes clients qui t'amenaient 80% de ton chiffre. Et peut-être que tu auras des anecdotes ou des chocs que tu as eu quand tu as fait de la compta ou des analyses de tableaux, je sais pas, tu vas nous parler un peu de tout ça. L'idée, c'est vraiment que toi, entrepreneur, tu te rendes compte que 80% des tâches de prospection que tu fais aujourd'hui ne t'amènent que 20% de tes nouveaux clients et que justement, il y a l'inverse aussi est vrai, c'est qu'il y a 20% de ton travail qui t'amène 80% de tes clients. Toute la semaine, je l'ai consacré justement à te dire comment activer des prospects, des gens qui visitent ton site, ta page Facebook, etc., à les transformer en clients. Et justement, le but, c'est d'identifier 20% de tes meilleurs clients et de se demander quel était le déclencheur, pourquoi ils sont venus te voir, pourquoi ils ont passé ce fameux coup de fil pour t'acheter ton produit, réserver ton service de coaching, réserver ta table au restaurant ou, brushing si tu es coiffeur. Et aussi, c'est de comprendre, par exemple, d'où ils viennent. Quelle est l'origine du client au niveau de son parcours sur le web? Est-ce qu'il a d'abord été sur le web, puis ensuite il a découvert sur un salon, puis ensuite lors d'un meet-up, par exemple, et ainsi de suite. Et par exemple, quel est le contexte? Quelle est la situation psychologique de ton client? Qu'est-ce qui l'a amené à venir te voir? Alors, par rapport à ça, au niveau de l'efficacité des 20% meilleurs clients, la situation qui déclenche l'achat chez un client, est-ce que toi, tu as remarqué des phénomènes qui étaient récurrents, par exemple, quand tu transformais ton réseau en client? Oui, totalement. En fait, quand j'ai commencé mon entreprise, j'ai fait bien évidemment beaucoup de réseaux, parce que il n'y a pas de secret. Il faut rencontrer beaucoup de monde, ne serait-ce que pour déjà aller à la rencontre de son marché et puis avoir une idée aussi de ce que veut ton marché. Et petit à petit, j'ai déjà récupéré des clients comme ceci. Ou alors des parrains, des prescripteurs qui me permettaient d'aller voir leurs propres partenaires ou des connaissances et d'avoir une porte d'entrée. Donc en fait, la solution, elle est là. C'est que j'ai toujours eu une porte d'entrée, soit à travers des gens qui me donnaient des noms. Donc je téléphonais très facilement en disant bonjour, je m'appelle Laure Boileau et je viens de la part d'eux. Donc j'étais rassurée. Et le plus fort élément, c'est que la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai contacté mon propre réseau professionnel, celui que j'avais eu avant, pour leur expliquer ce que je faisais. Et ces personnes-là me connaissaient déjà dans un domaine que je n'ai fait que perpétuer. Par rapport à ton ancien contexte professionnel, exactement, c'est ça dans un ancien contexte professionnel. Alors moi, le principal de mon entreprise, c'était de la formation.
Et dans mon ancien contexte professionnel, j'étais à la fois responsable d'une équipe de formateurs et puis dans la relation client avec nos grands comptes. Et donc, je n'ai fait que perpétuer ces compétences que j'avais et puis les transmettre. Donc, les gens me connaissaient. Alors, comment justement tu as été efficace ou quel schéma tu as pu observer systématiquement? Quelque chose qui... Alors, ok, quelqu'un de ton réseau te connaît, bon, ok, très bien, Laure, elle est sympa, elle est gentille, elle m'a dit qu'elle savait faire ça. Mais alors, quels éléments, quels leviers, quels outils t'es allé chercher pour lui dire, écoute, mon gars, Martin, t'es très gentil, je t'adore. Il faut vraiment, viens, je te forme une journée, quand je sais pas qu'est-ce que tu disais, ni sur quel ton tu le disais, mais quels outils tu utilisais pour te déclencher l'achat, au moment où le client signe le devis ou dit, ok, Laure, on va travailler ensemble. En fait, l'achat était presque quasiment déclenché, après l'acquisition, il était presque déclenché avant même le rendez-vous. C'est-à-dire que mon travail ou ma manière de faire à moi, c'est pas le one shot, c'est de rencontrer les gens, puis de les rappeler, de les remercier de les avoir rencontrés, leur envoyer un email, enfin de garder le contact avec eux. Nourrir la relation, exactement, parce que je suis dans un domaine de la relation. Donc il ne faut pas aller trop... Tout à fait. Y aller trop vite, on va dire. Donc il y a une notion de confiance. De tutoiement presque. Et ensuite, à un moment donné, soit j'ai proposé à la personne qu'on se voit et j'en parlerai ensuite. J'ai mené l'entretien d'une manière, je l'espère, efficace. Soit c'est la personne qui venait me chercher. Et après, il n'y a pas de secret. Une fois que j'allais voir la personne, je l'écoutais. C'est les 60, 30, 10. 60% d'écoute, 30% d'échange et 10% de silence. Voilà, c'est-à-dire de réflexion. Donc c'est l'écoute active. Est-ce qu'il y a des clients qui disaient non, ça ne me convient pas du tout? Est-ce que tu avais des objections particulières? Eh bien, pas vraiment, parce qu'en fait, je construisais mes formations en fonction de ce que la personne me demandait, en fonction de ses besoins, tout simplement. Donc, il y avait un rendez-vous découverte. Mais c'est classique, mais c'est ce qui fonctionne. Bien sûr. Et donc, surtout quand on vend des produits à forte valeur ajoutée. Faut le préciser. C'est clair que si tu vends du dentifrice ou des stabilos, ça va être difficile de construire une argumentation comme ça. C'était pas mon style de vente ni de produit. Voilà. Exactement. Tu peux nous donner un ordre d'idée des budgets que tu annonçais à tes clients pour situer nos éditeurs? Oui, alors, en termes de formation, moi, c'est très clair. J'indiquais entre 750 et 1050 euros par jour parce que j'ai eu une entreprise pendant quelques années, mais j'estimais, et ça, je préviens les consultants et les formateurs qu'il ne faut pas faire comme moi, j'estimais que pour l'instant, je ne valais pas plus que ça. Je pense que j'aurais pu demander un petit peu plus. Mais enfin voilà, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de son OPCA, bien évidemment, c'est-à-dire de ses capacités de financement, je demandais des budgets par jour de 750 à 1000. On va revenir sur l'aspect efficacité de la prospection, maintenant qu'on a compris ton travail, comment tu fonctionnais et tout. Est-ce qu'il y avait des règles que tu avais, des processus ou un schéma de pensée que tu faisais systématiquement? Par exemple, c'est la première fois que tu rencontrais quelqu'un lors d'une réunion d'affaires ou quelque chose. Est-ce qu'il y avait une recette de cuisine que tu appliquais à ce moment-là? Est-ce que quand c'était la deuxième personne que tu voyais la personne, tu avais une deuxième recette de cuisine, et ainsi de suite? Est-ce que tu avais des modèles d'efficacité comme ça? Alors, au risque d'être un petit peu répétitive, mon outil à moi magique, c'est toujours l'écoute. C'est-à-dire que je me présente, bien évidemment. Ensuite, j'écoute la personne et ensuite, à un moment donné, je reprends la parole. C'est ce que j'appelle le droit de parole. Parce que dans un échange, il faut qu'il y ait quand même une certaine... il faut qu'il y ait un échange. Et à ce moment-là, très facilement, quelle que soit la situation, que ce soit en réseau, en entretien, je répondais avec justesse. Alors, j'ai quand même une petite recette aussi. C'est mon passé qui fait que je connais beaucoup de secteurs d'activité, beaucoup de métiers, beaucoup de domaines. Donc, ça me permet de... Et puis, je suis formatrice depuis 25 ans maintenant. Donc, ça me permet d'engranger et de comprendre très rapidement des secteurs et des domaines. Donc, c'est une espèce d'écoute totale. Voilà. Alors, même si tu es relativement jeune ou si tu démarres ton entreprise, que tu n'as pas d'expérience dans ton secteur d'activité, on peut combler
l'aspect d'expérience en se formant tous les jours. Moi, c'est ce que je recommande à tous les entrepreneurs que je conseille. Passe une demi-heure à 1 heure tous les jours à te former. Internet, justement, il y a un vivier de savoir énorme. Puis même, il y a la librairie aussi. Hein. Et l'argent n'est même pas une vraie question parce que si tu n'as pas du tout d'argent, même pour te payer un abonnement Internet, il y a des bibliothèques où justement tu peux emprunter des livres justement pour apprendre. Alors, on va essayer de poursuivre sur l'efficacité. Oui. On va prendre le problème à l'envers cette fois. Est-ce que tu avais identifié des tâches sur lesquelles tu perdais beaucoup de temps et qui apportaient peu? Alors, pour justement, par effet miroir. En termes de prospection et surtout d'activation, au moment où justement les clients venaient te voir, tu savais qu'ils venaient te voir pour valider un contrat. Oui. Et tu faisais des choses sur lesquelles tu perdais du temps. Oui, c'est toujours une histoire de comportement, en tout cas chez moi. C'est le fait de vouloir vraiment me justifier ou attendre vraiment d'être sûr que la personne est en confiance pour lui proposer le produit. À la fin, non. Hein, dans les derniers temps, j'étais beaucoup plus réactive. Mais au départ, il y a une espèce de... c'est normal de... Une appréhension à poser le tarif, à pousser un peu le client. Voilà, et à proposer l'offre. Alors qu'en fait, il faudrait se dire, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est je viens pas pour vendre mon produit, je viens pour rendre un service. Je viens pour apporter un plus à l'entreprise. Et c'est pour ça qu'elle m'a fait venir. C'est pas pour acheter quelque chose, c'est pour avoir un résultat, un bénéfice. Faut vraiment, c'est très important, entrepreneur, tout entrepreneur, ou même d'ailleurs chercheur d'emploi, par exemple, on vient pour apporter un plus et la personne nous reçoit pour ça. Elle vient pas pour nous censurer ou nous acheter quelque chose, elle vient pour apporter quelque chose à elle. Donc on lui parle d'elle et elle aime bien qu'on lui parle d'elle. Exactement. Et c'est une des techniques d'ailleurs pour casser cette appréhension à la prospection. Exactement. C'est de dire justement, j'apporte un service, et je suis pas là pour te déranger, je suis pas là pour te piquer du pognon, ou toutes les peurs qui peuvent des fois nous bloquer au niveau de la prospection, ou même de la phase active où tu as client en face de toi, tu dis merde, je suis trop cher, comment je vais faire, machin. Et il y a un autre élément aussi qui est très important, qui permet aussi de désinhiber nos peurs et nos stress. Boire un peu. Alors boire un peu, respirer avec le vent, ça je pourrais vous en dire beaucoup, j'en ai fait beaucoup pendant mes formations. C'est surtout de se dire que nous ne sommes pas la personne en face et que si elle sourit pas beaucoup, si elle ne sait pas quoi répondre, si elle a l'air figée, c'est pas forcément à cause de nous, c'est peut-être que ce n'est pas le moment financièrement pour elle, ou alors le matin elle s'est levée du pied gauche. Enfin, il y a 80% de chances ou 90% de chances que ce soit pas à cause de vous. Faut vraiment vous le dire. Exactement. En clair, ne pas le prendre pour soi. Ne pas le prendre pour soi. Je voulais rajouter un petit élément quand même dans les astuces qui marchent à tous les coups. C'est de ne pas préparer un discours commercial, mais de préparer des objectifs d'acquisition d'informations lors des rendez-vous commerciaux ou réseaux. Par exemple, la taille de l'entreprise, les besoins, est-ce qu'il y a un autre prestataire qui fait déjà la même chose, que ce soit en réseau ou en rendez-vous commercial. En réseau, ça peut être simplement qui vous êtes, est-ce que vous êtes bien mon marché, voilà, ça c'est l'objectif d'acquisition. Et puis il faut aussi avoir des objectifs de transmission de messages. Voilà, j'ai 3, 4 ou 5 messages que je veux faire passer. On n'apprend pas les phrases par cœur, on apprend des mots forts ou une idée forte, et on sait qu'à un moment donné, on va devoir les passer. Donc on n'a plus que ces 5 acquisitions, mettons, et ces 5 transmissions à faire passer, plutôt qu'un discours à apprendre par cœur. Voilà. Tout à fait. Et en plus, qui risque d'être monotone, on risque d'être stressé parce qu'on passe en souvenir. Exactement. Si je commence à résumer un peu, tu nous dis, aller chercher le réseau et utiliser à fond ce qu'on appelle l'écoute active. Beaucoup écouter, répondre aux clients, être en phase avec de ce dont ils parlent maintenant. Oui, avec un grand sourire, bien sûr. Voilà, naturel, bien sûr. Alors l'exemple que je disais, d'ailleurs, je te réfère à l'épisode que j'avais titré, alors je sais pas comment je vais l'appeler, mais c'est l'argument du cœur. Tu vas sur business100.fr/blog, il y a un petit encart qui te permet de chercher, tu tapes argument du cœur dedans, et justement, j'ai fait un épisode. Justement, je parle exactement de ça. Si le type est en train de manger une salade et qu'il se régale avec sa salade et que tu sais pas comment embrayer sur la discussion, tu lui dis ta salade a l'air délicieuse. Exactement. Ou du moins, dis quelque chose par rapport à cette salade. Tu vois que le type, visiblement, il se régale avec cette salade. Exactement. Même si toi, tu n'aimes pas le poisson et qu'il lui mange du poisson, c'est pas grave. Trouve un truc à lui dire par rapport à cette salade qui te fasse plaisir, donc le cœur, et qui va résonner dans son cœur. Donc, 1, écoute active, tu nous dis. 2, partir avec des objectifs d'acquisition d'informations. Oui.
3, avoir aussi quelque chose à lui transmettre. Des objectifs de transmission. 4, tu nous as dit aussi ne pas prendre à cœur les réactions, les objections, Oui. les noms, Oui. toutes ces petites choses qui peuvent être désagréables des fois intérieurement que le client nous envoie. Quel autre élément tu pourrais nous donner? Alors j'en ai un Plus efficace. cinquième qui est intéressant aussi, et je viens de, voilà, il est arrivé puis il est reparti. Ça arrive aussi, voilà, c'est un petit peu, c'est la fatigue du moment. Ok, c'est pas grave, Voilà, t'inquiète, y a pas de souci. non, et pourtant il était très important. Il va revenir, Il c'est va ça. revenir. Quand tu reviens, alors tu me le dis, il n'y a pas de souci. Alors, ça, c'était le premier sujet aujourd'hui. Donc voilà, donc l'aspect efficacité, toujours être en clair sur la règle de Pareto 80-20. Oui. Et une manière très simple pour te convaincre que la règle de Pareto, donc la règle qui a 80 qui te donne 20%, ou qui a 20% qui t'amène 80%, c'est une règle universelle. Il y a sur un arbre, par exemple, à 80%, alors je sais pas on va dire 80% de bois et 20% de feuilles, quoi. Je sais pas si c'est. Mettons, ouais, en bois, mettons. Mais voilà, mais c'est vraiment oui, en bois, voilà, 80% de bois et 20% de feuilles. Ouais. Et c'est des règles. Je passe 80% de mon temps à faire certaines choses qui m'amènent 20% de mes résultats. Et toi aussi, tu vas t'apercevoir. Alors le plus simple pour s'en rendre compte, c'est de prendre la liste de ses clients et le chiffre d'affaires en face qui t'ont généré. Et tu verras qu'il y a 20% de tes clients qui t'amènent 80% de ton chiffre d'affaires. Tu verras que ton blog t'amène, par exemple, 80% de tes clients ou 20% de tes clients. Et il y a des règles immuables comme ça. Toi d'ailleurs, tu connaissais la loi de Pareto quand tu étais formatrice? Bien sûr, j'ai formé notamment à la gestion du temps, donc forcément je connaissais la loi c'était de pas dans Pareto. l'efficacité du thème du jour, ça. On est dans l'efficacité, donc moi je formais sur différentes lois de la gestion du temps, l'organisation, et puis bien évidemment d'autres thèmes de la gestion du temps qui sont plus liés à l'affirmation personnelle, savoir dire non, savoir demander, donc en gros, comment on dit non, récupérer son temps. On dit non, on dit jamais non. On dit, alors, ce que je te propose... Comme en Inde, on dit jamais non? On dit jamais non, on dit oui mais, voilà. Oui, c'est ça. Et on considère, alors c'est valable, c'était mon cinquième élément tout à l'heure, et c'est valable quand on est dans une relation quelle qu'elle soit, on considère qu'en face de soi, on a toujours deux personnes, c'est-à-dire une personne pleine d'émotions et d'affectifs, et puis un fonctionnel. Voilà. Donc quand on perd le fil du fonctionnel et qu'on pense qu'on est en train de ne plus diriger l'entretien ou n'importe quelle relation, on fait appel, comme tu le disais tout à l'heure avec l'histoire de l'assiette ou du plat, on fait appel au personnel et on fait ce qu'on appelle l'opération brise-glace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va regarder dans le bureau s'il y a quelque chose sur lequel on peut parler. Ouais, un trophée de sport. Un trophée, un meuble design. Voilà, exactement. Et ça permet à la personne immédiatement de se connecter personnellement à vous. Donc elle est plus ouverte, elle est plus à l'écoute. Et oui, alors, il y a un phénomène psychologique très clair derrière, c'est effectivement quand tu parles du trophée ou du tableau machin, la personne va se rappeler qui lui a offert, donc elle va rentrer dans l'univers du tableau, donc du coup effectivement elle va être beaucoup plus ouverte, moins détendue, quand tout dépend d'une situation évidemment. Quoi. Donc ensuite plus à l'écoute au niveau fonctionnel, parce que l'entretien porte quand même sur un aspect technique fonctionnel. Tes clients étaient stressés quand ils venaient te voir? Alors, juste avant, au moment de validation de devis, par exemple, où tu discutais, est-ce qu'il y avait beaucoup de stress? Jamais. C'était toujours très cordial, avec beaucoup... Finalement, en fait, quand il signait le devis, c'est qu'on avait tout balayé. On était vraiment certain du contenu du devis, on l'avait rassuré. Je demandais ça au cas où tu aurais quelques éléments à donner pour gérer les clients stressés, justement. Alors, j'en ai pas eu. Après, j'ai eu des stagiaires stressés en formation, ça j'en ai eu bien évidemment, mais j'ai eu cette chance-là, moi, mais parce que je n'aime pas les relations stressantes. Peut-être que je les ai fuis finalement, ces relations-là, mais finalement, je n'ai eu des clients... que des clients avec lesquels on était devenus presque partenaires. Qui étaient tes clients? C'était des sociétés d'intérim, c'était des centres d'appel, c'était... Donc vous, quand même des PME, quoi.
Des PME, non, j'ai aussi formé pour des grands groupes, mais là c'était en sous-traitance. Donc mon client c'était une société de formation, mais derrière j'étais en relation directe avec le grand groupe, comme à l'époque Airbus Hélicoptère, qui s'appelait pas Airbus Hélicoptère. J'ai formé la Fnac, Auchan, voilà, j'ai formé beaucoup de monde et des grands groupes aussi. Mais d'une manière générale, je n'avais jamais de stress. Ni moi avec eux, ni eux avec moi. Parce qu'avant, je l'avais géré ce stress. C'est-à-dire qu'on avait vraiment établi tu étais au clair avec toi-même déjà à la base. Ouais, il n'y avait pas de vente avant cette notion de confiance. C'est mon système de fonctionnement. Voilà. Maintenant, c'est peut-être moins efficace en termes de nombre de clients aussi. Sauf que, pour des gens comme moi qui vendent la journée chère, on peut se le permettre. Pour des gens qui vendent des petits objets ou qui vendent des services ou des objets à faible valeur ajoutée, bien évidemment, là, on est un petit peu plus dans le one-shot et on est un peu moins dans la relation affective, on va dire, et on est plus dans l'industriel. Et ça, je le comprends. Et je le vois souvent aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, si toi, entrepreneur, tu aimes cette émission, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Parce qu'évidemment, je publie tous les jours cette émission Parlons Business où je t'aide justement à construire une entreprise, à développer tes ventes, à développer ton business, que ce soit avec Internet ou en direct, voilà, justement, soit en ayant des invités comme Laure aujourd'hui, ou sinon parce que je t'explique voilà, comment utiliser telle ou telle technique ou tel outil pour faire telle ou telle chose. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, donc je t'invite à t'abonner. Deuxième chose que je voulais te dire, n'hésite pas à poser les questions directement dessous dans les commentaires. Si tu écoutes depuis iTunes ou sur SoundCloud, tu peux aller sur business100.fr/questions. Tu poses tes questions, je t'y réponds directement. Si la question est adressée à Laure, je transmettrai l'email, elle te répondra bien entendu. Bien on est samedi, c'est l'épisode feedback où justement on parle vraiment de feedback, de qu'est-ce qui s'est passé dans la vie, une erreur, etc. Si aujourd'hui tu pouvais est-ce que tu aurais envie de nous parler peut-être 1, 2 ou 3 grosses erreurs que tu as pu faire au niveau de ton entreprise, par exemple, un choix stratégique, une erreur de gestion ou un truc comme ça, à partager justement avec nos auditeurs? Oui, aujourd'hui je suis intégrée à la structure PCE, donc je suis salariée et j'ai arrêté mon entreprise en fait. J'ai fait ce choix d'arrêter mon entreprise, non pas parce qu'elle ne fonctionnait pas, mais parce que j'allais vers un modèle économique qui n'était pas le bon et qui nécessitait qu'on soit plusieurs. Tout ce qui est consulting, formation... alors, je ne parle pas de l'infoprenariat, c'est encore autre chose, mais en tout cas sur le terrain, ça nécessite d'être plusieurs parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Et moi, à un moment donné, j'avais le choix, j'étais seule. Donc, soit je m'étoffais d'une équipe, soit j'arrêtais. Et j'étais fatiguée à ce moment-là. Ça correspondait à un moment où j'ai décidé d'arrêter. Oui, c'est un cycle. Par contre, l'entrepreneuriat, il est toujours là. Ah oui, une fois qu'on est entrepreneur, de toute façon, à mon avis, on le reste. C'est des valeurs qui sont tellement... C'est l'autonomie, c'est... Donc ça a été dur de l'arrêter, ça je peux le dire. Quand tu as arrêté d'ailleurs? Ça s'est décidé comment? Ça s'est décidé vraiment par très très rapidement en été, en juillet ou en août pour décembre. Alors, donc là justement, je te posais la question des erreurs, etc., ou du feedback que tu pouvais partager avec nos 3000 chefs d'entreprise qui nous écoutent. Ouais. Tu nous parles de ce choix, donc il a fallu arrêter. Oui. Quelle a été la difficulté ou où a été l'erreur que tu as pu faire dans ce choix-là? Ou est-ce que c'était le bon choix? Qu'est-ce que tu voulais nous partager? C'était le bon choix d'arrêter parce que j'étais partie, à mon sens, sur de mauvaises bases structurelles. Pas en termes de contenu, mais je n'avais pas suffisamment étudié la structure de mon entreprise et le business plan de mon entreprise. Et l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est immatriculer sans savoir ce que l'entreprise va devenir en termes structurels à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. Donc, quelque part, même pour un freelance, il est important d'écrire son business plan parce que ça permet de voir justement quelle est l'équipe dont je vais m'entourer, que ce soit des salariés ou des partenaires, quel statut juridique je vais lui donner, le plus judicieux. Et j'avais pas choisi le bon non plus, il m'a coûté un peu cher. J'étais en entreprise individuelle classique, pas auto-entreprise. Ça permet aussi de se dire, tiens, quel produit je vais travailler
dans 2 ans, dans 3 ans. Donc en fait, c'est une vraie réflexion que je n'ai pas eue moi, parce que j'étais la tête dans le guidon, à former, à créer des formations et à animer mes consultings. Et mon problème à moi, et ça maintenant je le sais, et justement je répercute cette expérience, c'est que je n'ai pas pris le temps de réfléchir à ça. Il faut absolument que le chef d'entreprise prenne au moins un jour tous les 15 jours ou une demi-journée tous les 15 jours à vraiment réfléchir à son entreprise. Parce que je vous assure que c'est du temps gagné. Vous allez gagner du temps par la suite. Et pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, il y a 3 travails quand on est chef d'entreprise. Il y a l'exécutant, donc justement quand on est au moulin, on fait le pain, on fabrique les huiles essentielles, on forme, etc. Il y a le manager, celui qui répartit le temps, qui gère le planning, qui répartit les équipes, qui fait la logistique, il faut tant de tonnes de farine, etc. Mais il faut que je prenne tel jour d'hôtel pour former au champ à tel moment. Et il y a le stratégiste, le stratège, qui décide justement, ok, donc on va tel produit, là c'est trop fatigant, on va arrêter. Là c'est 80% de mes clients, donc on va aller là-dedans. Et oui. Donc il faut se faire son propre comité. Donc premier truc, tu dis, par exemple, un jour, tous les 15 jours, prendre le temps de se réfléchir, on se barre, on arrête tout, on fait le vide, on réfléchit. On peut le faire sur la Sainte-Victoire quand on est à la Sainte-Victoire, sur la Tour Eiffel quand on est à Paris, sur le Crayon à Lyon. Un petit coup d'avion pour aller à Barcelone, quoi. Peu importe, on peut partout dans le monde où on nous comprend ce soir. Est-ce que tu peux nous partager un deuxième point, vraiment, qui t'a je sais pas, alors soit une expérience, un feedback, quelque chose que tu as amené à l'entrepreneuriat, ou une grosse erreur que tu aies faite, voilà, prends-le dans le sens que tu veux, autre chose à partager, Ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat, alors c'est d'abord, je suis née dans une famille d'entrepreneurs, donc ça aide, et en fait, donc j'ai été sensibilisée à ça, avec un grand-père qui a commencé maçon et qui a petit à petit construit une super entreprise, un papa aussi qui a construit une entreprise très jolie. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, j'ai fait partie d'un mouvement qui s'appelle, je peux en parler, la Jeune Chambre économique. Voilà. Et dans la Jeune Chambre économique, on initie beaucoup de projets, de micro-entreprises au service de la société. Et donc, on apprend justement à prospecter, on apprend à s'organiser. Et ce qu'il faut dire, ce qui est très important, c'est que l'entrepreneuriat, ça n'est pas simplement une action pour gagner de l'argent, c'est surtout une action pour donner et créer de la valeur. Donc ce qui nous motive, c'est toute la valeur qu'on donne. Et l'entrepreneuriat ne marche que sur du long terme, donc forcément, c'est forcément de donner de la valeur. Voilà, et c'est vraiment se dire, j'apporte beaucoup de choses au monde, et ce monde me l'apporte en retour, et il m'apporte de l'argent aussi. Alors là, il faut absolument pas dire non à l'argent, c'est pas du tout mon cas, mais c'est pas l'argent qui est le premier moteur chez moi, c'est vraiment mes valeurs fondamentales qui fait que je continue à être motivée. Donc mon expérience en fait mon envie d'entreprendre, elle est très très ancienne, et un jour j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir de mon entreprise et d'y aller quoi. Qu'est-ce qui a été déclencheur? Il y a plein de gens qui nous écoutent, qui hésitent des fois à créer leur entreprise. Je vais vous le dire, parce que ça existe très souvent dans les entreprises, quand on en a marre de son travail, ou qu'on n'en peut plus de l'ambiance de son entreprise, ou des directeurs successifs qui changent toutes les 5 minutes ses process. Alors je n'ai pas de critique à apporter, mais simplement, à un moment donné, j'avais envie de ne plus dépendre de ça, et d'être mon propre... d'être responsable de ma vie, voilà. Et ça n'est pas... c'est tout à fait abordable, et pour beaucoup de gens. Donc, si vous n'êtes pas content d'une situation, vous pouvez râler un petit peu, vous pouvez un peu manifester. Moi, c'était pas mon genre, mais surtout, agissez, parce que sinon, vous serez d'éternels mécontents. Donc voilà, je le dis à beaucoup de gens, allez-y, testez. Maintenant, il y a beaucoup de structures qui permettent de vous aider. PCE en est une, puisque c'est une couveuse qui vous permet en plus de rester chez Pôle emploi à un moment, sans perdre vos statuts de demandeur d'emploi. Donc PCE conseil. Alors, une chose que je ne sais pas, est-ce qu'il faut quand même être plus ou moins dans la région? Ou est-ce que si on est quelque part en France, on peut quand même s'inscrire à PCE? Alors on peut s'inscrire à PCE parce qu'on fait aussi des coachings par Skype. Donc je mettrai les références dans le résumé de cet épisode que tu peux retrouver sur business200.fr/go/176.
Est-ce que tu as un dernier truc à nous partager ou... Non, mais je suis ravie en fait d'avoir pu parler ce soir. C'est un petit peu une première pour moi, mais j'ai pu parler d'un projet justement qui me tient à cœur actuellement. C'est de pouvoir aider des gens qui n'osent pas se lancer au minimum dans le freelance à le faire. C'est-à-dire au moins les sensibiliser et leur dire que c'est possible. Parce que le monde est en train de changer, le monde du travail est en train de changer et il s'indépendantise, entre guillemets. C'est-à-dire que les entreprises font de plus en plus appel à de la prestation et moins à du salariat. Donc lancez-vous et vous allez voir, c'est une superbe aventure. L'entrepreneuriat, c'est le métier du futur. C'est le métier du futur et c'est un énorme développement personnel. On apprend beaucoup de nous-mêmes et on devient fort. Qu'on continue ou pas dans l'entrepreneuriat. Et en plus de ça, c'est une manière de trouver du travail. Voilà. Est-ce que tu as d'autres projets que tu veux partager, d'autres projets que tu travailles en ce moment ou... Alors moi, mes projets à moi, et ça fait 20 ans que je les avais oubliés, cette année justement, c'est que j'ai un projet professionnel en cours d'entreprise, bien évidemment, qui est dans le domaine dont je vous ai parlé, un autre dans le tourisme. Mais mon projet pour cette année, c'est de penser un peu à moi, de marcher, de faire du sport, de créer, de dessiner, de faire de la photo, parce que l'entrepreneur est aussi un homme et une femme et il a besoin aussi de temps en temps de lâcher prise pour mieux repartir. C'est très important. De se nourrir. Voilà. Et moi, je ne l'ai pas assez fait. Donc, cette année 2016, c'était mon projet et ça a marché. C'est parfait. Merci Laure. Merci d'avoir été présente dans notre émission Parlons Business. Merci David. C'est très sympa. Quand tu lances un de tes prochains projets, tu je reviendrai. Et puis, voilà, on fera bien un épisode. Évidemment. Voilà, Merci. c'est le mot de la fin. Bonne soirée. Allez, à bientôt. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et je te retrouve lundi. Alors lundi, je n'ai pas encore le sujet. Si, lundi, de quoi on va causer? Parce que j'avais préparé mes sujets, tu vois, là, mais alors... lundi, on parlera de rétention de clients, de fidélité, comment augmenter la fidélité de ses clients. C'est un sujet, va se venir de la guerre aussi, parce que si les clients ils partent, ils reviennent pas, et par définition, on perd du business. Allez, à lundi, bon week-end entrepreneur, prends soin de toi.